Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 16 avril 2023. Aujourd'hui, on va compléter le quatrième volet de la trilogie sur la folie qui s'est emparée de l'Occident. C'est parce qu'on ne parle que de ça ces temps-ci. La plupart, beaucoup des chroniqueurs maintenant font des chroniques sur le phénomène trans. C'est arrivé dans l'actualité. Je pense, comme je l'ai dit dans mon dernier web journal, que c'était une erreur de la part des ingénieurs sociaux que de mettre Barbada, tout le monde en parle, puisque maintenant tout le monde peut se positionner contre ça. Avant, c'était sous le radar et là maintenant, c'est passé à quelque chose de public. Et j'ai l'impression, j'ai la très forte impression que ça, c'est une limite que les gens ne veulent pas franchir, c'est-à-dire les drag queens à l'école. Tout le monde sait, tout le monde qui a une once de jugement sait que c'est un truc de cabaret tard le soir. Et il n'y a jamais eu de problème avec le fait que ces gens-là se rencontrent entre eux tard le soir dans les cabarets, même sur l'heure du dîner, mais qu'ils le fassent entre eux, qu'ils fassent n'importe quoi entre eux. Hein. C'est-à-dire il y a même il y a des clubs échangistes, il y a comme, il y a beaucoup de liberté en Occident. La limite, c'est toujours les enfants. C'est la même chose en prison. Hein. En prison, si quelqu'un se retrouve en prison pour de la pédophilie, généralement, il se fait tabasser en prison parce que les autres gars qui sont là-bas ont un minimum de sens moral, c'est-à-dire qu'on ne touche pas aux enfants. Même les gens en prison même les détenus, mais les criminels endurcis ont ce genre de réflexe, c'est-à-dire on ne touche pas aux enfants et les pédophiles se font tuer, se font tabasser en prison. Les seuls qui sont pour ça, généralement, c'est ceux de la gauche radicale, là, qui sont représentés par certains partis au Québec. Et évidemment, le gouvernement du Québec qui applique l'agenda 2030 de destruction de la civilisation, hein, afin de repartir sur de nouvelles bases, c'est-à-dire qu'on efface complètement toutes les conceptions traditionnelles de la famille, de la filiation, de la différenciation homme-femme, la différenciation des sexes qui existait dans toutes les cultures. On détruit ça et on remplace ça par du nouveau. Et donc, c'est ça, les gens se rendent compte se rendent compte de l'inacceptabilité de la présence des drag queens à l'école. Il n'y a aucune raison réellement. Et c'est pas réellement pour promouvoir la tolérance. Parce que si c'était juste pour promouvoir la tolérance, finalement, tu peux faire ça avec n'importe quel groupe. Je l'ai déjà dit. Tu pourrais avoir des actrices ou des acteurs porno qui vont dans les écoles je veux dire, parler de leur style de vie afin de sensibiliser les jeunes à différents styles de vie. Parce que c'est rendu comme ça maintenant. L'homme dans la culture occidentale a tellement été effacé, lui qui défendait la limite, qui montait au mur, au créneau, hein, qui disait non, qui s'insurgeait. L'homme a tellement été effacé on n'a plus cette capacité d'indignation et maintenant tout est devenu fluide et on accepte n'importe quoi. Je vous montre comme ça, puisque je l'ai maintenant, je voulais le montrer à la fin du web journal, mais il y a une des auditrices qui a envoyé un courriel à une députée, une députée comme je le disais dans le dernier web journal, je vous invitais à envoyer des courriels à vos députés, à appeler pour dire que vous n'étiez pas d'accord, etc. Et là, on lui répond: Bonjour, monsieur, madame X. Bien que nous ne partageons pas du tout le même point de vue, sachez que nous ne sommes pas responsables du financement des activités réalisées à la bibliothèque. Le député solidaire de Mercier-Rubagazal n'a aucun pouvoir décisionnel à ce sujet. Québec solidaire n'est pas au gouvernement. Québec solidaire a uniquement proposé la motion suivante à l'Assemblée nationale que les drag queens ne devraient en aucune circonstance faire face à des insultes violentes, à de l'intolérance et à de la haine pour leur participation à la lecture de contes pour enfants. En aucune circonstance. C'est-à-dire qu'ils peuvent raconter... Premièrement, c'est pas juste des contes pour enfants. Hein. C'est pas Blanche-Neige. C'est des petits gars qui se font des fellations et tout ça. C'est plus les mêmes contes. C'est pas le petit chaperon rouge, là. Mais en aucune circonstance, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune capacité. Il donne carte blanche. Il n'y a aucune capacité de s'indigner. Et notre parti croit fermement que toutes et tous ont droit au respect. La réponse à ça, c'est non. Tout le monde n'a pas droit au respect. Le respect, ça s'acquiert en société. Par exemple, si tu violes un enfant, tu n'as pas le droit au respect. Notre parti croit fermement que toutes et tous ont droit au respect. Ça, c'est une mauvaise prémisse qui anime cette gauche radicale-là.
Et c'est c'est ça qu'on utilise comme argument pour faire passer finalement n'importe quoi, pour nous faire avaler n'importe quoi. OK? Alors, c'est une réponse, c'est une mauvaise réponse, encore une fois. C'est une réponse qui donne carte blanche. C'est essentiellement ça. Il n'y a comme aucun garde-fou, là. OK? Euh, voilà, donc, là, ici, ce qui est en jeu derrière tout ça, ce dont personne ne parle finalement, c'est du rôle de l'industrie pharmaceutique dans la création du problème et dans la solution. Et là, on est dans la dialectique hegelienne. Hein. Ceux qui connaissent la dialectique hegelienne, c'est thèse, antithèse, synthèse. Quelqu'un propose une idée, une thèse, il y a l'antithèse, il y a la contre-idée. Puis après là, on trouve un terrain d'entente. Platon, c'est la dialectique de Platon. En fait, on appelle ça la dialectique hegelienne, mais c'est la dialectique point. Ça a été amené par Platon. Et c'est appliqué dans le domaine de la politique, ça, par les communistes, entre autres. Hein. C'est comme ça que le mouvement révolutionnaire mondial avance depuis un certain... Ils créent le problème et ils amènent eux-mêmes la solution. OK? Notamment, en fait, c'est le fondement du nouvel ordre mondial, c'est-à-dire que tu as le capitalisme qui est destructeur, qui ravage la planète, tu as le communisme qui brime les droits, puis puis après ça, tu as une espèce de synthèse à la Klaus Schwab, qui est le Forum économique mondial, qui est une synthèse de communisme et de capitalisme. C'est exactement ça, la dialectique hegelienne. Action, réaction, solution. Donc, ni le capitalisme débridé, ni le communisme bolchevique, le plan, hein, l'agenda 2030, le plan du nouvel ordre mondial, le plan du Forum économique mondial. Alors, donc c'est ça ici, je dis essentiellement ça, que l'industrie pharmaceutique, c'est l'alpha et l'oméga du problème trans. OK? Puisque, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, parce que la prémisse de ceux qui revendiquent des droits et la tolérance, etc., nous dit souvent que, parce qu'il y a une multiplication du phénomène trans, là, et il y a d'une part un phénomène de mimétisme culturel, c'est-à-dire que on a tellement mis des trans dans les magazines, ça a commencé avec Caitlyn Jenner, là, on a tellement mis des trans dans les magazines en disant courageux, superbe, mon héros, on donne tellement de prix comme femme de l'année à des hommes trans, etc., ça devient tellement glamour, ils utilisent la culture pour pirater notre cerveau, ça devient tellement glamour que tout le monde veut s'identifier à ça. C'est volontaire, ça. Donc, il y a un aspect culturel à ça. Hein, j'expliquais dans le dernier web journal qu'il y a toujours, avec Lévi-Strauss, il expliquait comment, dans la plupart des phénomènes humains, il y a un aspect culturel, il y a un aspect aussi biologique. Et là, des gens m'ont critiqué en disant il n'y a pas de gène de l'homosexualité, Alexis, etc. Non, mais je ne dis pas qu'il y a un gène de l'homosexualité. Il n'y a pas de gène, le gène X02792A qui détermine, c'est pas ça. Mais souvent, il y a comme dans le ventre de la mère des choses qui se passent qui font en sorte que biologiquement, l'enfant a beaucoup plus de chances d'être homosexuel quand il va grandir. Par exemple, j'ai lu des trucs là-dessus il y a à peu près 10 ans. Par exemple, quand une mère a beaucoup d'enfants, je veux dire, quand un couple a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup plus de chances que les petits derniers aient des tendances homosexuelles. Et là, il y a un truc probablement biologique lié à la surpopulation, etc., des mécanismes de défense biologique. Donc, il y a ce truc-là, c'est-à-dire que plus les familles sont grosses, plus il y a de chances que le petit dernier ait des tendances homosexuelles, une préférence homosexuelle. Il y a des trucs, donc il y a des régularités biologiques comme ça, mais aussi aux faciès, là, on peut remarquer, il y a des gens qui ont des faciès, tu les regardes dans la rue, tu dis ça, c'est sûr que c'est un gay. Ça ne fonctionne pas tout le temps, mais il y a comme une large proportion de ça. Par exemple, on pourrait comme remarquer qu'Éric Duhem a un faciès, là je dis ça sans aucune critique, là, en tout respect, il y a un faciès plus d'homosexuels, alors que, par exemple, Rock Hudson, l'acteur Rock Hudson ou d'autres personnes qui sont homosexuelles ne l'ont pas. Il y a des personnes qui ont le phénotype. OK? Donc, à la jonction, les trans, c'est encore une fois, c'est comme l'homosexualité, comme ce que je disais sur l'homosexualité dans le précédent web journal, c'est-à-dire que c'est à la jonction entre le biologique
et le culturel. Et là, en ce qui concerne c'est un phénomène qui est complètement artificiel, qui n'existait pas il y a un siècle ou pratiquement pas. C'était un cas sur 10. C'est comme l'autisme. C'était un cas sur 10 000. Et là, on tombe sur le chiffre exact au Canada, c'est 1 sur 300. Alors, il y a cette augmentation comme ça de la proportion de population qui se considère transgenre. Et il n'y a pas d'explication pour ça. L'explication qu'on nous fournit par la gauche radicale, c'est qu'ils ont toujours été là, mais ils étaient opprimés auparavant. C'est la théorie du genre, là. Le féminisme de troisième vague de Judith Butler, c'est-à-dire que l'oppression consiste à se faire assigner un sexe à la naissance. C'est ça l'oppression. OK? Donc, il y a cette augmentation. Ils nous disent qu'auparavant, ils étaient cachés. Ces gens-là se cachaient, vivaient très mal, se suicidaient, etc. Or, rien n'indique que c'était le cas, effectivement. Il y a deux phénomènes qui sont à retenir là-dessus, c'est-à-dire que, il y a cet aspect de mimétisme culturel qui fait en sorte que c'est cool le faire, puis tes amis l'ont fait, puis tu en connais un puis là, c'est le centre d'attention. Tu deviens le centre d'attention quand tu fais ça maintenant. Et tu peux revendiquer des droits partout. Tu peux aller gagner des médailles dans à peu près tous les sports de femmes et tout et tout. Donc, il y a cette espèce d'aspect culturel. Il y a l'aspect biologique aussi. Et l'aspect biologique, et c'est là que l'industrie pharmaceutique entre en ligne de compte, c'est-à-dire que il y a tous ces produits chimiques, notamment les xénoestrogènes, les estrogènes de femmes, que les femmes rejettent dans leur urine, notamment en consommant des pilules contraceptives qui se retrouvent dans les eaux usées, qui sont recyclées et qui sont reconsommées par les hommes, qui féminisent les hommes. Ne demandez-vous pas pourquoi vos conjoints ont de la difficulté puis ne sont pas aussi masculins qu'ils le devraient, etc. Et pourquoi les hommes sont féminisés, etc. Il y a une raison biologique à ça, il y a une raison chimique à ça, c'est les estrogènes notamment liés à la consommation de pilules contraceptives qui se retrouvent dans les eaux usées et qui sont consommées par les hommes. Ça, c'est de l'eau de l'évier. Et donc voilà, ça c'est un des problèmes. Et l'industrie pharmaceutique est à la source de ça. Donc, tu voyez, gender ideology is a boon to big pharma and a threat to parental rights. On traduit ça ici par l'idéologie du genre est un boon, c'est pas une aubaine, c'est mal traduit ça. Un boon, c'est une bénédiction pour Big Pharma et une menace pour les droits parentaux. Pourquoi l'idéologie du genre est une aubaine pour Big Pharma? Eh bien, ils sont en train de construire présentement, tu sais, le capitalisme, ceux qui connaissent un peu le marxisme avec sa définition du capitalisme, le capitalisme a toujours besoin de nouveaux domaines d'investissement pour faire rouler la plus-value. Et là, c'est pour ça qu'il y a c'est la théorie de Lénine, je pense, dans l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, c'est-à-dire que le capitalisme a toujours besoin de s'étendre de nouveaux marchés pour faire fructifier la plus-value, puis les rendements, etc. Et là, c'est ça. Le domaine du transgenrisme et de la dysphorie du genre, c'est un domaine extrêmement lucratif pour l'industrie pharmaceutique. Et ils sont en train de construire un complexe pharmacico-industriel qui a un potentiel de marché plus grand que l'industrie du divertissement aux États-Unis. OK? Imaginez, le potentiel, ils ont fait des études, là, puis le potentiel, s'ils sont capables de transgenrifier le plus de personnes possible, là, ça va, parce que un transgenre, c'est à peu près 150 000 par personne. Ils font à peu près 150 000 par personne. Une transition, ça coûte 150 000 faire la transition, puis après ça, tu es sur des médicaments à vie. Ça, c'est le paradis des industries pharmaceutiques. OK? Un consommateur de médicaments à vie, de bloqueurs d'hormones et de ci, de ça, à vie, c'est la panacée. OK? Donc, on nous dit ici, le complexe trans-industriel est une énorme industrie avec beaucoup d'opportunités. Nos estimés placent la transition à 150 000 et puis, et puis on multiplie ça par une population estimée de 1,4 million. Ça fait au total
un marché de 200 milliards de dollars. C'est énorme. C'est en fait plus gros que la totalité de l'industrie du film. OK? Donc, c'est ça, je pense que j'ai sauté, j'allais parler des hormones. J'ai sauté une planche. Mais en tout cas, allons-y avec ça. Allons-y. Les hormones, ça s'en vient. C'est la planche d'après. C'est pour ça que j'ai eu un petit lag. OK? Donc, les hormones dans l'eau, j'arrive à ça. Mais c'est ça. Ici, vous avez comme le motif. On cherche toujours, quand il y a un crime, on cherche le motif. Là, vous avez le motif. Il y a énormément de profit à faire. Il y a chez les mondialistes aussi la volonté de corrompre l'être humain pour produire quelque chose de nouveau. Hein? Ça, on en a parlé dans la destruction des sociétés complexes il y a 2 semaines. Mais il y a ça ici aussi. Et là, vous voyez des activistes trans financés par Big Pharma mettent de l'avant des études et des recherches biaisées pour promouvoir la transition médicale pour les enfants. Alors, c'est des militants trans qui font valoir des études biaisées afin de justifier la transition des enfants. Et là, pourquoi on dit que c'est biaisé? C'est parce qu'il y a eu des vérifications sur les études qui montrent la pertinence de la transition, le nombre de succès de la transition, ce genre de trucs-là. Et qui a fait l'analyse de ces études-là? C'est le National Institute of Health de Anthony Fauci. Donc, quelque chose qui n'est pas neutre, mais clairement qui n'est pas de notre bord. OK? Et là, donc, ils disent ici, des chercheurs sont passés à travers de plein d'études qui font la promotion de la transition médicale pour les enfants et qui sont souvent appuyés et financés par des compagnies pharmaceutiques et des organisations militantes. Ce genre d'études-là sont fréquemment promues par les médias sans aucune réflexion critique, hein, sans aucune analyse critique, sans aucun sens critique. Et là, on nous dit, en mars 2021, le National Institute of Health a effectué une révision en profondeur de 9 études qui ont montré, qui ont échoué à trouver une preuve que la thérapie hormonale et les bloqueurs de puberté étaient utiles. Donc, le National Institute of Health a mené une étude en profondeur, une révision en profondeur de 9 études. Ils n'ont trouvé aucune substance à ça pour montrer que les bloqueurs d'hormones et tout ça étaient utiles. Hein? La révision a montré qu'il y avait énormément d'erreurs dans ces études et dans le traitement de la recherche. Okay? Souvent, on mélangeait les variables et il y avait des résultats biaisés et il n'y avait pas de groupe contrôle. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a dit avec la chloroquine? La chloroquine, on disait, il n'y a pas, même si ça fonctionnait partout, là, on disait, sauf pour les études financées par l'industrie pharmaceutique, on nous disait, il n'y a pas de groupe, alors il n'y a pas de groupe contrôle, etc. Pour les bloqueurs d'hormones non plus, il n'y a pas de groupe contrôle. On n'a pas pris, genre, par exemple, on donne des bloqueurs d'hormones à 50 jeunes, puis on n'en donne pas à 50 autres, puis on regarde la différence entre les deux. C'est pas ça. Hein? Et tout ça était comme, encore une fois, sous le coup d'observations biaisées, etc. Pourtant, les médias ont largement publicisé ces études qui étaient financées par l'industrie pharmaceutique et les corporations. OK? Voilà, donc, donc, ce sont les pharmaceutiques qui sont derrière ça. Il y a un marché énorme, un marché de, je veux dire, 200 milliards de dollars juste pour les transitions. Et ça, c'est sans compter, je veux dire, l'argent qu'ils vont faire après ça, après avoir des clients à vie. Et ils estiment à 1,4 million le nombre de personnes qui feraient des transitions. Donc, c'est à peu près ça, c'est 1 sur 300 aux États-Unis, comme au Canada. Et là, vous avez 1,4 million de personnes qui, à vie, vont être des consommateurs, des clients de l'industrie pharmaceutique. C'est probablement le plus gros marché pour l'industrie pharmaceutique. Tu sais, il y a les trucs comme pour le rhume, là, ça c'est assez commun, mais on ne fait pas beaucoup d'argent avec ça. Les transitions, ça coûte cher. Les gouvernements remboursent et puis, donc, tu sais, quand les gouvernements s'en mêlent, on peut y aller fort et puis augmenter les coûts et tout ça. Donc, il y a une panacée, ici, il y a une manne à faire avec ça.
C'est la raison pour laquelle le Texas demande aux compagnies pharmaceutiques de rendre publics leurs documents sur les bloqueurs de puberté pour les enfants. Ça, c'est Reuters. Hein, donc, ici, Targeting Trans, Texan Again. Donc, ici, on nous dit, le Texas Tribune nous dit que ce sont les trans qui sont ciblés. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, qui demande, et là, c'est Ken Paxton, mais c'est les deux, Greg Abbott aussi, qui demandent les documents des compagnies pharmaceutiques pour vérifier l'authenticité de la recherche. Tu sais, quand on nous disait que le vaccin était à 95 efficace, là, bien, montrez-nous la preuve. Et là, quand on demande des preuves à l'industrie pharmaceutique, les médias nous répondent qu'on cible les trans. Ils ciblent les trans. OK? Donc, vous comprenez comment ça fonctionne. C'est-à-dire, et après ça, donc, vous avez comme ces milliards, ces centaines de milliards de dollars à faire avec ces gens-là qui transitionnent. L'industrie pharmaceutique a tout intérêt à ce que les gens transitionnent le plus possible, à ce qu'il y ait le plus de personnes qui transitionnent. Hein, 1,4 million, pourquoi pas 3 millions, pourquoi pas 5 millions, ça sera encore plus payant. Et là, après ça, vous avez l'heure du compte où on crée littéralement le marché des industries pharmaceutiques. Alors, vous avez des gens comme Barbada, des personnes comme Barbada qui consciemment, probablement inconsciemment, et probablement sur le logiciel des droits, là, mais qui, donc inconsciemment, créent le marché, le futur marché pour l'industrie pharmaceutique, qui élargit les parts de marché. C'est carrément, c'est machiavélique et c'est de la... ce sont des calculs pour le profit. OK? Des calculs pour le profit, tout ça sous le prétexte de la tolérance. OK? Donc, je disais que... Et donc, ça, c'est le résultat. C'est comme en dialectique hegelienne, c'est la solution, mais ils ont créé le problème avec toute la question des hormones dans l'eau. OK? Donc, vous avez ici... J'aurais dû en avoir en français. Je n'ai pas vérifié pour en français, mais vous avez ici, vous voyez, comme l'Université de Calgary. Gender fluidity in the water, what we learn from the feminization of fish. Donc, la fluidité du genre dans l'eau. Qu'est-ce que nous savons de la féminisation des poissons? Et là, ils disent ici, dans cet article-là de l'Université de Calgary, une analyse chimique de l'eau montre la présence de contaminants biologiques incluant de l'estrogène synthétique et naturel relâché par des mammifères femelles ou provenant de pilules contraceptives. Il y a aussi le bisphénol A, qui est un plastique, et des stéroïdes synthétiques et naturels, okay, comme des produits de l'agriculture. Okay? Donc, pour définir ce lien entre l'environnement, les facteurs environnementaux et la féminisation, parce qu'on parle bien ici de féminisation. Quand je vous disais au début, je vous parlais de féminisation, là, les hommes qui sont féminisés, encore une fois, il y a un aspect biologique et un aspect culturel. On les a castrés culturellement, puis on les a castrés biologiquement. Ça ne marche pas dans mon cas. Et donc, ils disent ici, pour déterminer qu'est-ce qui cause la féminisation, ils ont regardé à notamment certains poissons. Ils ont été analysés, les poissons, parce que les poissons vivent dans l'eau, etc. Et ils ont essayé de trouver le lien entre les produits chimiques et les modifications génomiques chez certains poissons liées à ces produits chimiques-là. Bon. Ici, on a Can bird control hormone be filtered from the water supply? Est-ce que l'estrogène de la pilule contraceptive que les femmes rejettent dans leur urine quand elles vont aux toilettes, qui vont dans les usines de traitement d'eau et qui nous reviennent comme ça ici, est-ce qu'on peut s'en débarrasser? Et le texte, c'est non. Il faudrait faire bouillir l'eau, prendre la vapeur par osmose, ce genre de truc-là. Dans l'eau elle-même qui sort du robinet, on va nécessairement boire de l'estrogène et se féminiser. Donc ici, avec de tels contaminants provenant des systèmes de filtration municipaux, la responsabilité réside chez l'utilisateur. Hein? Mais se débarrasser des traces de pilules contraceptives et autres drogues
de l'eau du robinet n'est pas vraiment facile. OK? On a ici d'autres choses. Il y en a plein, plein, plein. Hein. J'en ai mis juste quelques-uns. Le News Bureau of Illinois, Water Disinfection Byproducts disrupt reproductive hormones, damage pituitary gland in female mice. Ici, l'estrogène dans l'eau potable, comment peut-on la retirer? Encore une fois, ce n'est pas vraiment possible. On nous dit ici, en 2012, présence d'estrogène dans l'eau. En 2012, les chercheurs ont trouvé qu'il y avait à peu près que ça coûterait à peu près 30 milliards d'euros pour éliminer l'estradiol dans l'eau. L'estradiol, c'est ça, c'est de l'estrogène synthétique, notamment qu'il y a dans les pilules contraceptives. Ça coûterait 30 milliards de dollars se débarrasser de l'estradiol dans l'eau. L'estradiol est un type d'estrogène. Selon les études, il y a plus de 2,5 millions de femmes qui utilisent des pilules contraceptives et qui les éliminent dans les toilettes par leur urine. Et ça se retrouve dans l'eau publique. En plus, c'est ça, les hommes de science ont trouvé que 80% de cette hormone ont trouvé 80% sur 50 tests, sur 50 sites où ils ont analysé l'eau, 80% de ces sites-là, donc 40 des 50 sites, ils ont trouvé de l'estradiol dans 40 des 50 sites sur lesquels ils ont fait de la recherche. Okay? Et là, ils disent Water suppliers, individual households, and authorities are not keen on cleaning up efforts from concern agencies. Donc, ceux qui produisent de l'eau et les compagnies pharmaceutiques, etc., sont pas chauds à l'idée de régler le problème parce que ça coûterait très cher. Et pas seulement ça, c'est que ça ferait s'effondrer l'industrie de la pilule contraceptive. Si on verbalisait le problème, s'il y avait comme une personne à tout le monde en parle qui allait parler de l'estradiol et de l'estrogène dans l'eau qui féminise les hommes, il y aurait tout le monde pointerait du doigt, genre l'industrie pharmaceutique et tout, et ça coûterait des milliards et ça ferait s'effondrer les ventes de pilules contraceptives potentiellement. Mais de toute façon, c'est pas juste ça, c'est que non seulement ça coûterait cher, mais il y a aussi cet objectif de féminisation des hommes. Rappelez-vous ce que disait James Cameron, le réalisateur d'Avatar, il disait la masculinité est toxique. J'avais montré ça il y a 2 semaines, je pense. Et donc, ça va tout à fait dans le sens des mondialistes qui veulent des hommes féminisés, qui n'ont pas envie de se battre, qui s'indignent, on dit c'est la tolérance, puis on peut montrer nos fesses devant ton petit garçon, ta petite fille, on peut faire pratiquement n'importe quoi, les traiter comme des putes, et toi, tu vas rester assis. Par exemple, ton enfant va devenir quelque chose comme ça, puis ça ne te dérangera pas. Il faut la liberté, il est heureux, il s'émancipe, il est courageux, il est brave. Comment on pourrait dire, hein? C'est le futur de l'humanité. Et si tu t'indignes à ça, tu es un parent contrôlant. Si tu t'indignes à ce genre de choses-là, tu es un parent contrôlant, tu es un homme agressif, tu es comme, tu sais, il y a tous les chiens de garde, les garde-fous culturels qui t'empêchent de réagir à quelque chose comme ça. Normalement, tu sais, la pression monte, tu es comme genre, touche pas à mon enfant, etc., enlève tes sales pattes de sur mes enfants. Mais il y a tout ce système de court-circuitage culturel. Donc, on les féminise avec l'eau, ce qu'il y a dans l'eau, etc. Et puis, par la suite, si tu essaies de réagir ou mais là, pour corriger la situation, l'envoyer dans le droit chemin, on nous dit qu'il n'y a pas de droit chemin, c'est comme tout est fluide, tout s'équivaut. Mais non seulement ça, mais tu es un homme ou une femme, ils vont venir t'enlever ton enfant. Et d'ailleurs, ça c'est une autre nouvelle que j'ai vue passer sur The Gateway Pundit. En Californie, ils ont passé une loi qui interdit, en fait, qui permet aux services de la protection de l'enfance de venir chercher les enfants. Ils ont passé une loi similaire en Ontario, je pense, qui permet aux services de protection de l'enfance de venir chercher l'enfant si tu refuses le traitement d'affirmation du genre, Gender Affirmative Care. Donc, ils arrivent à l'école, ils leur font lire des livres, ils leur content des histoires, ils leur focaillent le cerveau. Les professeurs embarquent là-dedans. J'ai vu, il y a des gens qui m'ont envoyé par courriel des formulaires à l'école
Donc, où on parle de théorie de genre. Est-ce que tu te sens garçon, fille, je ne sais pas, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, on problématise ça chez l'enfant. Ce qui est naturel, un petit gars, une petite fille, naturellement, tu ne te poses pas de questions. Mais à partir du moment où il y a une influence extérieure, là, ça devient comme complexe et inutilement complexe. Es-tu un petit gars, une petite fille, puis là, tu retournes à la maison, tu marches avec ta boîte à lunch en retournant à la maison, puis là, alors que c'est pas mal plus simple. Donc, il problématise ça. Et là, s'il va commencer à dire des choses, un enfant se cherche, ne se trouve pas avant la fin de l'adolescence, si ce n'est pas le début de la vingtaine, mais là, pendant qu'il se cherche, ils vont tout de suite intervenir pour venir. Et là, si tu dis non, 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 les services de protection de l'enfance viennent le chercher et le retirent de la garde des parents. Donc, ils ont tout un système. Hein, c'est pour ça qu'on appelle ça le système, moi je l'avais appelé là, transpharmaceutique, le complexe transpharmaceutico-industriel, quelque chose comme ça. Et donc, et là, l'estradiol, justement, regarde, on parle ici, là, estradiol, j'ai trouvé d'autres choses. Donc, on en retrouve dans l'eau, etc. Estradiol, ici, University of California, San Francisco, Transgender Care. Okay, donc, comment on fait pour permettre aux petits garçons de devenir des petites filles? Hein, on leur donne des estrogènes. Hein, c'est-à-dire que si l'eau, ce n'est pas suffisant pour féminiser vos garçons et hyper féminiser vos petites filles, ben, on leur donne des estrogènes. Et regardez la ligne en bas ici. La classe principale d'estrogènes utilisée pour féminiser, c'est la thérapie 17-bêta-estradiol. OK? Qui est identique à ce qu'on retrouve dans l'ovaire d'une femme. Donc, quand ton petit garçon veut faire la transition en petite fille, on lui donne de l'estradiol. Cela même, le même produit qu'on retrouve dans l'eau du robinet, qui féminise les garçons, etc. OK? Donc, on revient à ce que j'avais dit au début. Il y a deux choses. Ils sont l'industrie pharmaceutique, l'alpha et l'oméga de la question trans. Non seulement des dérivés féminisants de l'industrie pharmaceutique se retrouvent dans l'eau potable, qui fait en sorte que vos hommes sont... je ne veux pas tout critiquer les gars, je sais qu'il y a des vrais gars là-dedans. En tout cas, on n'est pas comme des Dylan Mulvaney pour beaucoup d'entre nous. Je veux pas... on se demande pourquoi les hommes ne réagissent pas. Il y en a plein, de toute façon, on les connaît, là, on les voit à la télévision. Si tu te demandes, genre, s'ils ont une colonne vertébrale, comment ça se fait qu'ils n'ont pas de... nos politiciens, tu les regardes, là, ils n'ont pas des gueules de gars qui sont capables de se tenir debout. Ils n'ont pas... ils sont féminisés, nos politiciens, puis... ils ne sont pas capables de s'indigner, puis tout ça. Et donc, on se demande d'où ça vient, ça. Bien, il y a comme la question biologique de ce qu'on retrouve dans l'eau et dans l'environnement, qui est féminisant. Les plastiques aussi, les bisphénol A. Et après ça, il y a la question culturelle, où est-ce qu'on castre tout le monde. Et tout ça, évidemment, ça va dans le sens de ce que veut l'industrie pharmaceutique et le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire le projet du Forum économique mondial, d'une technocratie. On a, dans un projet technocratique, on ne veut pas d'hommes, de vrais hommes qui s'indignent, qui prennent des rôles de leadership, qui combattent, etc. Tout est fait par l'intelligence artificielle. Ça aussi, ça va nous enlever toute velléité d'initiative ou de combat à l'intelligence artificielle. Et c'est ça. Et donc, il y a ça. Et puis après ça, il y a l'industrie pharmaceutique qui vend les produits pour accompagner la transition. Elle a tout intérêt à ce que ça se réalise. OK? Donc, les produits de l'industrie pharmaceutique causent des problèmes de dysphorie du genre. Et la dysphorie du genre est par la suite traitée par les produits de l'industrie pharmaceutique. Vous comprenez? Donc, c'est action, réaction, solution. Ce n'est pas une question que les trans ont traditionnellement été opprimés dans la société et avant, ils se cachaient et maintenant, on leur donne des droits. C'est pas ça du tout, là, contrairement à ce que les crackpots là, de Québec solidaire vont nous dire. C'est pas ça du tout. Et j'en veux pour preuve, en fait, toute cette question de la théorie du genre, il y a un aspect, je dis, il y a un aspect biologique, il y a un aspect culturel. Toute cette question de la théorie du genre s'est effondrée dès qu'elle a commencé. Ça a été mis de l'avant par un chercheur néo-zélandais qui s'appelait John Money. Ça fait longtemps, je pense que j'ai partagé des choses là-dessus il y a quelques années, mais John Money, en fait, a fait quelque chose de... Lui, c'est le père de la théorie du genre. Donc,
on pourrait dire que les deux influences principales sur la théorie du genre, c'est John Money et Judith Butler, dont j'ai parlé dans d'autres web-journaux. OK? J'ai regardé les commentaires, j'ai perdu mon fil. John Money, c'est ça. Judith Butler et John Money. John Money et Judith Butler, elle, c'est plus pour l'aspect philosophique, théorique, etc. Elle raconte n'importe quoi, encore une fois. Et je rappelle que dans le livre Feminist Theorize the Political, elle dit clairement, je l'ai acheté ce livre-là et je l'ai à la maison, parce que je voulais voir noir sur blanc. C'était une citation, j'ai lu ça quand j'étais au doc, c'était une citation de Judith Butler, puis là, je dis, ça se peut pas, ça se peut pas. J'ai acheté le livre et j'ai trouvé la citation, c'est un recueil de textes, elle a un article là-dedans et elle dit, ce qu'on veut, ce n'est pas la vérité, ce qu'on veut, c'est le pouvoir. What we want is not truth, what we want is power. OK? Donc, ces gens-là vont dire n'importe quoi pour avoir de l'influence et du pouvoir et s'affirmer et devenir prédominant. OK? C'est ça. Donc, il n'y a pas de vérité derrière la théorie du genre. Il n'y a pas de réalité biologique derrière ça. Il n'y a pas de... C'est pas scientifique du tout. C'est un mouvement militant qui cherche juste à accroître le nombre... à accroître ses rangs. OK? Biologiquement, ça a été essayé. Donc, elle, c'est l'aspect philosophique. Judith Butler... Est-ce que je vous montre une image de Judith Butler? J'aime ça montrer des images des personnes. Donc, je l'ai montré à plusieurs reprises. Judith Butler. Il faut le comprendre. C'est elle qui a écrit le livre Troubles dans le genre. Le féminisme de troisième vague, ça vient de elle. Hein? Troubles dans le genre. Et je perds du temps. Fuck that. OK. Donc, ça, j'en ai parlé à plusieurs reprises, le féminisme de troisième. Féminisme de première vague, c'est les droits des femmes, tout le monde est d'accord avec ça. Féminisme de deuxième vague, c'est le patriarcat est méchant, les hommes nous oppriment, etc. Féminisme de troisième vague, le féminisme de Judith Butler, c'est les genres n'existent pas. Le fait de se faire assigner un genre à la naissance, tu sais, dire, oh, tu vois un pénis, oh, c'est un petit garçon ou c'est une petite fille. Ça, c'est de la réelle oppression parce que ça ne correspond jamais ou pas nécessairement à l'identité de genre de la personne. Or, c'est faux. Ça a été montré justement avec John Money. John Money a fait justement ça. Il a fait une expérience horrible. Il a pris deux jumeaux, un petit garçon et une petite fille, les jumeaux Reimer. Et il a changé de sexe. Il a fait le changement de sexe. Donc, il a mis en application la théorie du genre. C'est-à-dire qu'il a changé le sexe du petit garçon. Le petit garçon est devenu une petite fille, puis la petite fille est devenue un petit garçon. Et ces deux-là ont fini par se suicider parce que le petit garçon qui était devenu petite fille, rendu à l'adolescence, il y avait la testostérone qui rentrait, puis c'était une petite fille, puis il était comme plein de testostérone, etc., puis ça fonctionnait vraiment pas. Et puis je pense qu'initialement, en fait, si je me rappelle bien les détails de ça, c'était que c'était une circoncision qui avait mal fonctionné. Si je me rappelle bien les détails, c'est une circoncision qui avait mal fonctionné. Et là, il avait dit, il avait coupé le pénis ou le gland était parti avec. Et puis, là, il dit, on va essayer quelque chose. On va le transformer en fille et on va voir ce que ça donne. Et ça a été un fiasco complet. Les deux se sont suicidés dans la trentaine. Et je vous montre un clip de ça. C'est un Français qui l'explique avec certaines images. C'est intéressant. Est-ce que tu connais l'origine tragique et dégueulasse de la théorie du genre? En 1955, un psychologue et sexologue néo-zélandais qui s'appelle John Money invente la théorie du genre. Il considère qu'on n'est pas un petit garçon parce qu'on n'est qu'un pénis et qu'on n'est pas une petite fille parce qu'on n'est qu'un vagin, et que tout ça est que le conditionnement de la société. Ça, c'est la théorie de Judith Butler. C'est la théorie de toutes les trans avec leurs drapeaux, etc. Là. OK? C'est pas à cause qu'on a un pénis qu'on est un garçon. C'est pas à cause qu'on a un vagin qu'on est une petite fille. On s'entend que c'est la théorie des trans, ça, du LGBTQ. Ça n'a pas fonctionné du tout, son histoire. Que comment on nous élève définit si on a un garçon ou une fille. En 1966, il va vouloir valider sa théorie en menant une expérimentation des plus saines mentalement. Il va récupérer deux jumeaux de 8 mois et sans demander quoi que ce soit, il va transformer le petit garçon en petite fille et la petite fille en petit garçon. Donc on va enlever les testicules de bras. Et là, ils vont les élever, c'est-à-dire qu'il opère la transition, il enlève le pénis, met un vagin, il enlève le vagin, met un pénis. Et là, ils vont les élever comme... La petite fille, ils vont l'élever comme un garçon. La petite fille qui est devenue garçon va être élevée comme un garçon. Et le petit garçon qui est devenu une petite fille, ils vont l'élever comme une petite fille. Donc, ils essayent de mettre en application la théorie du genre avec des enfants en bas âge.
Le petit garçon, on va lui donner un traitement hormonal pour qu'il devienne une fille, on va l'élever comme une fille, on va lui faire porter des robes. Et la fille, du coup, va devenir un petit garçon. Jusqu'à environ 6 ans, tout se passe bien, mais à un moment, ça commence vraiment à partir en couille. Brenda, donc le petit garçon qui a été transformé en fille, commence justement à se sentir garçon. Il arrête de prendre son traitement, il commence à prendre de la testostérone et il devient complètement dépressif. Les parents finissent par révéler la vérité aux jumeaux, on a inversé leur sexe dès la naissance pour mener une expérimentation des plus dégueulasses. Finalement, les deux jumeaux finissent par se suicider à 2 ans d'écart. Ah, et si vous aviez un doute, dis-nous bien que c'est cette théorie qui est enseignée dans les écoles et qui est défendue par le mouvement LGBT. C'est enseigné dans les écoles, c'est-à-dire que c'est pas seulement enseigné dans les écoles, c'est la théorie officielle sous laquelle opèrent nos gouvernements, tous et chacun d'entre eux. Le gouvernement français, le gouvernement québécois, belge, suisse, peut-être pas en Afrique, là, mais c'est la théorie officielle. Et ça, ces gens-là sont allés, c'est-à-dire le lobby LGBTQ, je l'ai déjà expliqué, est allé rencontrer le gouvernement derrière des portes closes, dans le dos de la population, et a fait changer toute la politique éducative du gouvernement du Québec, sans que nous ayons été consultés, sans que personne n'en ait débattu. Comme le mariage gay au Québec, il n'y a personne qui a débattu de ça. C'est passé, genre, tard le soir, les journaux n'en ont même pas parlé. On n'a même pas eu notre mot à dire. Changement complet de civilisation, de société, sans notre mot à dire. OK? Et donc, le gouvernement du Québec, le gouvernement français, aux États-Unis, etc., ont changé leur perspective sur la famille, sur... c'est même pas... C'est un changement anthropologique, vous comprenez? C'est-à-dire que c'est le changement, je l'ai déjà expliqué, le plus radical de l'histoire humaine, de dire que le sexe n'existe pas. Le sexe, c'est ça qui fait que la race humaine existe. C'est le truc le plus important. Si tu veux avoir une civilisation qui fonctionne, tu dois avoir des familles stables avec une différenciation homme-femme par enfant. Et quand tu fouilles là-dedans, quand tu viens jouer là-dedans, tu dérègles tout. Et c'est ça qu'on a. On a une société complètement déréglée. OK? Et donc, ça s'est passé dans notre dos. C'est devenu la doctrine officielle du gouvernement du Québec. Et ça, et je le répète, c'est sans aucun débat et sans aucune preuve scientifique. C'est pas juste sans aucune preuve scientifique, c'est avec des preuves scientifiques contradictoires comme ça, justement, cette histoire de changement de petits garçons, petites filles, John Money, etc. Alors, qu'il y ait des enfants qui soient affectés par la dysphorie du genre à cause de différents facteurs, y compris la prise d'estrogène dans l'eau, c'est possible. Est-ce qu'on doit accommoder ces enfants-là? Il y a des choses à faire avec ça. Il y a une réflexion à mener là-dessus qu'on n'a pas menée. Mais après ça, ce qu'ils font, en fait, c'est que le mouvement LGBTQ prend ça et fait en sorte que la totalité des gens deviennent finalement sans genre, fluide, whatever, n'importe quoi, au choix, toutes ces réponses. Vous comprenez? Donc, on prend l'exception et on en fait la règle. Et c'est comme ça qu'on arrive finalement à l'effondrement des sociétés complexes. OK? Donc, donnez-moi une seconde. Voilà. OK. Alors, donc, on a établi ça. Est-ce qu'on est capable d'opérer là-dessus? La théorie du genre, c'est pas quelque chose qui existe, qui a une réalité scientifique. On l'a vu avec le docteur Money. C'est pas pour tout le monde, c'est seulement certaines personnes. Et là, s'il y a un débalancement hormonal à cause de la prise d'estrogène dans l'eau, etc., est-ce que ça peut juste se compenser avec la prise d'estrogène? C'est-à-dire que tu as un pénis, mais tu te sens une petite fille parce que tu as bu de l'estrogène dans l'eau. Est-ce que tu peux juste comme balancer l'estrogène en compensant avec de la testostérone, etc.? Il y a d'autres solutions que de proposer des mutilations génitales. Parce que c'est ça qu'on propose. Il y a comme genre juste une seule solution, c'est la solution des mutilations. Pourquoi? Parce que, évidemment, pourquoi c'est la seule solution? C'est comme le vaccin, c'est la seule chose qu'on propose. Il y a juste le vaccin. Il y a juste le vaccin qui va nous... C'est parce qu'encore une fois, il y a juste le vaccin qui fait des profits à l'industrie pharmaceutique, puis il y a juste la transition qui produit des profits à l'industrie pharmaceutique. Voyez-vous, c'est qu'on élimine tout le reste, tout ce qui pourrait être fait pour aider les gens avec la dysphorie du genre au profit de l'industrie de l'intérêt de l'industrie pharmaceutique.
Ça, c'est les profits de l'industrie pharmaceutique. Quand vous voyez ça, c'est horrible. On a joué dans la tête de ces enfants-là. D'autres solutions étaient possibles, mais on a choisi la voie des profits de l'industrie pharmaceutique. On n'est pas là pour brainwasher les enfants. C'est clair. Et là, ça, c'était Barbada, à tout le monde en parle. Ça, c'était une bourde monumentale parce que clairement, mais il est allé parler de brainwashing. Et là, il y a des lumières qui se sont allumées dans la tête de beaucoup de personnes. Parce que c'est pas juste une question de tolérance ou de... Là, il a amené lui-même le thème du lavage de cerveau dans la tête des enfants. Là, il s'est enfargé solide, là, parce que les gens ont réalisé, au-delà de ce que lui dit, les gens ont réalisé exactement la teneur de ces interventions-là. Que ce soit calculé ou non, ça provoque un effet sur le cerveau des enfants. C'est un choc perceptif, un choc culturel, un choc émotif. Selon la théorie du choc là, que j'ai expliquée de Naomi Klein. Et ça, c'était une bourde monumentale. Mais écoutez ce qu'il dit correct. Écoutez ce qu'il dit là. On n'est pas là pour brainwasher les non, enfants. c'est clair. En fait, les enfants, ça ne se brainwash pas parce qu'ils n'ont rien appris encore. Les enfants, ça ne se brainwash pas. Les enfants, si les enfants, ça ne se brainwash pas, pourquoi tu vas lire des contes pour ouvrir la tolérance, pour etc.? C'est parce que tu veux faire une intervention psychologique. OK? En tout cas, je ne sais pas s'il répondait à Radio-Québec. Je ne sais pas s'il répondait à la critique de Radio-Québec ici, qui essayait de diffuser ou d'atténuer la critique de Radio-Québec, parce qu'on est les seuls, je pense, à avoir parlé de stratégie du choc, de brainwash et ce genre de choses-là. Ça fait longtemps qu'on en parle. On en a parlé en septembre dernier dans La destruction des archétypes. On parlait d'attaques psychologiques, là. Mais, oui, c'est ça. Donc, ce que produit dans les faits Barbada, c'est ça, c'est ces mutilations par la suite, là. L'heure du compte, pas juste lui, là, mais ce que produit, disons, là, au sens large, l'heure du compte, ça problématise la question du genre qui serait normalement naturelle chez les enfants, ça la problématise. Et là, tu commences à te poser des questions que tu ne te poserais pas. Si tu étais sur une île déserte, tu aurais un petit vagin, tu aurais un petit pénis. Puis après ça, tu commencerais à avoir la puberté, puis tu aurais des envies, puis ça serait comme très naturel. Mais là, il y a le système scolaire français ou québécois qui intervient et qui problématise ça, de sorte que tu finis éventuellement avec des mutilations qui profitent à l'industrie pharmaceutique. OK? Donc, il n'y a pas juste ça. Donc, on intervient comme ça pour... ça emballe maintenant à chaque fois que je bois une gorgée d'eau. Normalement, je prends de l'eau en bouteille, des trucs comme ça. J'achète des bidons d'eau. Là, Mais... c'est ça, donc il y a cet aspect-là dont je voulais discuter et aussi revenir sur toute la question de la démoralisation dans la présentation de Yuri Bezmenov, hein, quand il dit « quand les gens sont contaminés », tu sais, je parlais de la stratégie du choc, ça va être complet après ça. Après ce web journal-ci, ça va être complet. OK? Donc, on espère qu'on n'aura pas à faire un autre web journal, mais... je parlais de la stratégie du choc et de la démoralisation, de sorte que les gens... je parlais aussi dans ce web journal-ci de castration, de sorte que les gens ne savent plus quoi faire. Hein, ils sont plus capables de analyser de l'information de façon critique parce qu'on a brisé leur sens critique. Comment on brise le sens critique? C'est ça qu'il dit ici. Hein, il dit « Attempting to reason with a demoralized person »
Une personne qui est démoralisée a perdu son sens critique, son sens logique, sa capacité d'indignation, tu sais, la tolérance à outrance, là. Donc, même si tu leur montres des preuves, etc., ils ne sont pas capables de vérifier l'information. Ils veulent pas, tu sais, ils sont tous comme ça. On en connaît tous deux, trois autour de nous qui veulent rien savoir. Même si tu as une étude, etc., ils ne veulent pas regarder rien. Ça, c'est parce qu'ils ont été démoralisés. Et comment on le fait? Comment on le fait? On le fait. Comment on détruit le sens critique? Mais avec des trucs comme ça ici. Hein? Et là, regardez les thèmes qui sont ciblés. Hein? Donc, la ballerine, c'est tous des thèmes de la féminité. C'est pas juste la masculinité qui est attaquée, c'est aussi la féminité. Et là, on détruit la féminité. Ici, un ancien pilote de course devient une ballerine transgenre avec la grâce d'un hippopotame. Même chose ici, dans les concours de beauté maintenant, Miss Nevada va être la première transgenre à Miss USA. OK? Elle est un petit peu plus réussie. Mais puis il y a ça aussi, le premier transgenre patineur sur glace se casse la gueule lors du championnat de Finlande. Mais c'est pas l'important, c'est pas ça. L'important, c'est pas qu'ils réussissent ou qu'ils ne réussissent pas. L'important, c'est de briser les modèles féminins ici. Les modèles de beauté, de grâce, etc. On cible... j'ai vu ça comme à 2 semaines d'intervalle, c'est-à-dire qu'on cible le patinage artistique, qui est normalement un truc un peu féminin. Bon, il y a des hommes, c'est comme le ballet, il y a des hommes dans le ballet aussi, mais c'est principalement un truc de la grâce qui est plus présent chez les femmes. Et là, on nous montre ça. On nous montre ces domaines qui sont normalement réservés aux femmes ou qui touchent beaucoup à la féminité. On nous montre comment ils ont été pervertis, de la même façon qu'on fait la même chose avec le hockey. Hein, je vous avais montré là, les trucs, pourquoi on met du LGBTQ dans le hockey, etc. C'est pour briser la culture macho des sports. Donc, on neutralise la culture macho des sports quand les hommes se retrouvent entre eux, puis boivent une bière, puis c'est comme le hockey, ouais, puis... On essaie de détruire ça avec de la LGBTQification. Et on fait la même chose avec les trucs féminins en mettant des hommes qui vont se détruire l'image qu'on se fait de ces... pas de cet idéal, mais cette espèce d'archétype féminin qui tourne autour de la ballerine et de la patineuse sur glace. Hein? Donc, regardez ici la ballerine. À gauche, c'est une fille, donc on voit légèreté, grâce, souplesse, etc. Et à droite, c'est l'hippopotame. Oui, il ne saute pas assez haut. Quand il retombe, ça fait boum. Les mouvements sont plus lourds, les bras sont plus lourds. Il n'y a pas de... Sa masse osseuse, c'est une masse osseuse d'homme. Ses os sont plus lourds. Il n'y a pas la grâce d'une fille. Il y a plus de muscles aussi, fait qu'il y a pas... Il y a moins de souplesse, plus de muscles, il est plus lourd. C'est pas la même chose. Naismoodissa, vaikka syntyperäisin olenkin mies. Ja sieltä on niin kuin uskaltamaan tehdä jotakin siellä jäällä ja sitten alkaa pikkuhiljaa. Clairement, cette personne-là, au patinage artistique, avait aucune qualification pour être là ici. C'est pratiquement pas patiné. Mais on l'a mis là. Pourquoi on l'a mis là? Est-ce que c'est pour l'égalité ou c'est encore une fois juste pour comme visuellement choquer? Et comme on met du LGBTQ dans le hockey ou dans le foot, etc., pourquoi? C'est pour choquer. C'est pour provoquer un effet psychologique. Kisaamaan ja esiintymään näytöksissä. I don't know what that was. OK? Donc, c'est ça que ce sont des opérations de démoralisation. À partir du moment où est-ce que les catégories sont brouillées, notre jugement est affecté. On n'est plus capable de savoir exactement c'est quoi une fille, exactement c'est quoi un gars, c'est quoi une catégorie féminine, une catégorie masculine. Et là, c'est pas juste ça. Là, j'ai donné ça parce que c'était comme des exemples récents, mais c'est l'ensemble de la culture qui est sous attaque comme ça.
De sorte que quand vous tombez sur quelqu'un qui n'est pas capable de raisonner, qui ne veut pas voir les preuves, etc., il a renoncé à sa capacité de jugement. Il a été castré, puis il a renoncé à sa capacité de jugement et aussi à sa capacité d'indignation. Hein? Comme nous dit le courriel de Québec solidaire, tout le monde doit être respecté, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, c'est comme dans toutes les circonstances, n'importe comment, carte blanche. Il pourrait y avoir de l'industrie pornographique, une actrice porno dans les écoles, on nous dirait, notre parti croit fermement que tous et tous ont droit au respect, indépendamment de ce que tu fais, etc. Et donc, ça c'est une autre forme de court-circuitage de la capacité de jugement. Tous les gens, tout le monde n'a pas droit au respect, ça dépend de ce que tu fais, le contexte, etc., etc. Ça, c'est avoir une capacité de raisonnement critique. Le respect, ça s'acquiert, et dans certaines situations, tu peux perdre le respect. On s'entend? Donc, il y a une ligne pour que tu puisses l'acquérir. Il faut qu'il y ait comme des choses qui soient accomplies. Et pour le perdre aussi, il y a une transgression. On a perdu le sens de la transgression. Hein, en psychanalyse, la transgression, il n'y a plus de transgression, tout est permis. La transgression, c'est encore une fois, dans la psychanalyse, c'est lié souvent au rôle du père, je l'ai expliqué, au nom du père, etc. Le père a été castré et donc il n'y a plus de transgression. Étant donné qu'il n'y a plus de transgression, on ne perd plus jamais le respect. Tout le monde a le droit au respect. C'est comme... ça devient un monde liquéfié. Hein, il n'y a plus rien de structurant. Il n'y a plus de limites. Ni entre l'intérieur du pays et l'extérieur, les frontières sont dissoutes, ni entre les sexes, ni ils veulent maintenant enlever ça entre parents et enfants. Il y a un document intéressant que j'ai trouvé ici par la Commission internationale des juristes de l'ONU. Hein, ici, le Maastricht Principles for Human Rights-Based Approach to Criminal Law Proscribing Conduct Associated with Sex Reproduction, Use, etc., etc. Et là, ils nous disent, à la page 22, ils nous disent ici, je vais le lire en anglais puis je vais traduire rapidement par la suite. Moreover, sexual conducts involving person below the domestically prescribed minimum age of consent to sex may be consensual in fact, if not in law. In this context, the enforcement of criminal law should reflect the rights and capacity of person under 18 years old to make decisions about engaging in consensual sexual conduct and their rights to be heard in matters concerning them. Donc, essentiellement, ils viennent de rendre beaucoup plus floue la question de la pédophilie parce qu'on nous dit que dans les cas où il y a un comportement sexuel avec une personne en dessous de l'âge du consentement prescrit, la personne, le mineur qui est impliqué dans la relation sexuelle devrait avoir son mot à dire. Et on devrait prendre en considération son consentement, s'il était consentant ou non. On devrait prendre en considération le fait qu'il soit consentant ou non. C'est-à-dire que... Et il ne donne même pas d'âge ici, c'est-à-dire que ça peut être 12 ans, ça peut être n'importe quoi. Donc, ils viennent de problématiser ça. OK? Donc, on laisse... la différence entre le citoyen et le non-citoyen tente à disparaître entre parents-enfants, excusez-moi, j'ai comme un téléphone, etc. Il y a aussi quelque chose qui s'est passé à côté. Donc, en tout cas, on fait tomber toutes les limites et ça, c'est rendu possible parce que, justement, il n'y a plus l'homme dans la psychanalyse, encore une fois, l'homme qui est là pour défendre les limites, s'indigner, mettre un nom, etc. Okay? Les hommes sont moins fluides que les femmes. Les hommes sont durs, les femmes sont plus fluides. C'est comme dans la biologie. Alors, voilà. J'avais d'autres choses aussi. Hein, donc, d'où l'importance. Et là, lié à la démoralisation, il y a toute la question du combat. C'est-à-dire qu'on est démoralisé et on est d'autant plus démoralisé qu'on ne passe pas à l'action. Parce qu'on nous sermonne maintenant. Hein, on nous dit la haine en ligne, etc. Il faut légiférer. Et donc, là, je ne parle pas des menaces de mort. Ça, c'est déjà... Il y a déjà... des lois là-dessus. Là. Il y en a qui se font poursuivre, justement, qui ont menacé des chroniqueurs. Et donc, il y a déjà des lois pour ça. Mais là, on veut castrer davantage. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de contre-pouvoir et même notre parole en ligne serait maintenant contestée.
OK? Et là, tu sais, donc, on nous dit de la haine en ligne, mais il y en a de la haine en ligne. Hein. Vauilleul nous dit Régine Laurent, sans aucun argument factuel. Vous vous rappelez, durant la pandémie, on a été victime de les vaccins, une minorité mondiale nuisible. Il y a aussi ça ici, hein, regardez, comme appel à la violence. Aurélie Langto, face à l'urgence climatique, les militants écologiques doivent-ils s'autoriser à recourir à la violence contre la propriété? À partir de quel moment apparaîtra-t-il légitime au plus grand nombre de faire sauter des pipelines, nous dit la radicale. Je pense que c'est la conjointe de Gabriel Nadeau-Dubois. En tout cas, c'était sa conjointe il y a quelques années. Va-t-il condamner ses propos? Moi, si j'avais écrit le 10e de ce qu'elle a écrit, je me retrouverais, j'aurais comme quelqu'un, policier de la SQ qui viendrait cogner à ma porte. Mais étant donné, elle, qu'elle est de la gauche radicale, ça va passer comme une lettre à la poste. OK? Donc, voilà. Donc, je disais, c'est ça, que c'est important, quand on essaie de nous démoraliser, de passer à l'action, le fait d'agir et de se défendre, ça remonte le moral. Moi, des fois, je me rappelle, hein, c'est arrivé à une couple de reprises que genre, je subis des attaques, puis j'encaisse sans rien dire. Et là, je me rends compte que je démoralise parce que je ne réagis pas. Le fait de ne pas jamais réagir, c'est déprimant. Et à un moment donné, je me suis tenu debout, puis j'ai donné la monnaie de la pièce. Hein, j'ai donné le change à la personne qui me critiquait. Et après ça, j'ai senti un effet de soulagement. OK? Donc, l'action donne un sens. Hein? Combat, l'action donne un sens. Et c'est pour ça que je vous demandais si vous vous sentez démoralisé, etc., prenez le téléphone, appelez votre député, dites-lui que vous n'êtes vraiment pas d'accord avec les drag queens dans les bibliothèques, dans les écoles maintenant aussi, et aussi de la théorie du genre à l'école. C'est quoi ça, la théorie du genre à l'école? Là? Ça sort de où, etc.? On veut avoir notre mot à dire sur ce que nos enfants voient et tout ça et tout ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que souvent, les gens me demandent as-tu des solutions, Alexis? Tu fais juste décrire des choses qui sont négatives. As-tu des solutions? Mais la solution à la démoralisation, quand on la sent là, pour nous-mêmes, c'est de passer à l'action. Aller dans des manifestations, appuyer des gens, partager les web journaux de Radio-Québec. ça ne compte pas. Mais passer à l'action, faire des vraies actions, ça donne un sens. Puis plus on en fait, mieux c'est. On sent qu'on est utile et actif. OK? Alors, voilà, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Puis, parlant justement de ça, tu sais, je vous parlais, il y a 2 web journaux de Budweiser qui avait mis en scène un trans pour vendre sa bière, etc. Le backlash a été énorme aux États-Unis. Il y a des centaines de clips de personnes qui écrasent des Budweiser avec des rouleaux compresseurs, qui tirent sur les Budweiser avec leurs mitraillettes, qui font des blagues, qui imitent le trans, ils ont refait l'annonce de façon parodique. Ils se sont tellement moqués de ça, des gens qui jettent leur bière, qui plus jamais Budweiser. Et donc, les Américains se sont défendus là-dessus. Hein? Et c'était dans cette optique-là, l'optique woke, de s'apprendre la diversité. Hein? Il faut que tout le monde soit respecté, blablabla. Et là, on nous disait même, là, des experts nous disent que les campagnes publicitaires inclusives sont en fait lucratives pour les entreprises. Hein? Et c'est un moyen important d'aller rejoindre certains groupes démographiques. C'est lucratif pour les entreprises. Et là, ça, c'était CTV il y a 3 jours. La Bud Light, les annonces inclusives de Bud Light sont bonnes pour les affaires, disent les experts. Alors, là, tu vois ici, publicité pour Bud Light, Anheuser-Busch perd 5 milliards de dollars US après un partenariat avec un transgenre. Mais apparemment, c'est bon pour les affaires, disent les experts. Anheuser-Busch lose more than 5 billion, 5 milliards en valeur avec le scandale sur Dylan Mulvaney et la bière Bud Light. Et finalement, la compagnie de Bud Light, le PDG de Bud Light offre ses excuses suivant le backlash entourant ça. Donc, ce n'est pas... c'est ça. C'est-à-dire que quand on voit les trucs woke, c'est important de résister
C'est ce que les Américains ont fait et ça a donné une leçon. Et là, d'autres compagnies vont sûrement avoir des hésitations avant de se lancer dans ce genre de trucs complètement stupides. OK? Qui violent littéralement la conscience de leurs consommateurs, comme le hockey, tout ça. Si tous les gens qui écoutent le hockey fermaient leur télévision, se désabonnaient de RDS Sport, là, etc., s'il y avait une chute marquée d'abonnements, ces choses-là ne seraient pas possibles. Mais c'est parce qu'on ne fait rien, finalement, qu'ils continuent à nous en foutre plein la gueule, parce qu'on ne fait rien, parce qu'on ne résiste pas, parce qu'on a été castrés par l'eau du robinet, par la culture, etc. OK? Mais il faut réagir. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on se sent mieux, on se sent bien quand on réagit. OK? Quand on réagit pacifiquement et qu'on fait ça, qu'on se défend et tout ça, ça donne un sens à notre... On sent qu'on n'est pas, qu'on ne reste pas assis sur notre divan et puis qu'on ne fait rien, puis que le monde, il faut se battre. OK? Voilà. C'est le pouvoir du consommateur, c'est ça. OK. Alors, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Il y avait d'autres choses, mais on va laisser ça comme ça. Oui, peut-être ça ici. Ça, c'est le monde qu'ils veulent pour nous, le monde de la diversité. LGBTQ, ça, c'est dans le métro de Londres. Propagande constante, 300. C'est pas juste, c'est plus juste c'est pas le jour de la fierté gay, là, le jour de la parade. Avant, il y a 15 ans, c'était ça. Il y avait un jour, c'était la parade, c'était correct, tout le monde allait voir ça. C'était comme un événement. Mais après ça, c'est devenu le mois. Puis ça s'en vient, là, c'est le mois de juin. Imaginez, est-ce qu'ils peuvent faire plus de propagande que ça? Est-ce qu'ils peuvent faire... Imaginez quand ça va être au mois de juin, ça va être insupportable. Mais ils sont passés du mois à l'année longue. C'est à l'année longue maintenant. C'est rendu à l'année longue. C'est à l'année longue, le trans. C'est dans les nouvelles, c'est au hockey, c'est comme LGBTQ, tout ça. Et donc, ça va être ça. Ça va être un monde de propagande LGBTQ totale où tout le monde se masturbe, hein, c'est le masturboton, etc. Où est-ce qu'ils ont, il n'y a plus de valeur morale, c'est n'importe quoi, tout s'équivaut, où le gouvernement canadien autorise la cocaïne. Oui, le gouvernement canadien autorise les entreprises à vendre de la cocaïne, où on regarde, par exemple, des émissions de télé-réalité, etc., où on abrutit systématiquement la population avec de la drogue, avec du contenu cognitif de bas de gamme, ou le sexe, où on se masturbe. Si vous regardez ça, là, c'est exactement le programme qu'on trouve dans Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. C'est exactement ça. Ils commencent à se masturber dès 3-4 ans pour qu'ils deviennent pneumatiques, je pense que c'est l'expression qu'ils utilisent, qui répondent rapidement à leurs pulsions, qui deviennent de bons consommateurs. Hein? Il y a la soma, la drogue, on donne la drogue, et puis genre, tu sais, c'est divertissement vide, complètement un succès d'année hein? Et il y a ça aussi, finalement, ça s'accompagne, tout ça, là, c'est ça, je devrais peut-être le garder pour un autre web journal, mais toute cette tendance partout, est-ce qu'on voit à cette volonté de faire baisser le niveau cognitif de tout ce qu'on présente aux gens, que ce soit dans les journaux, les médias. Vous le savez, je l'ai déjà expliqué de quelle façon les médias n'ont pas de contenu cognitif intéressant. Tu lis les textes de chroniqueurs, puis c'est vide. C'est comme Régine Laurent, là. Vogel. Il n'y a aucun argument structuré, aucun contenu cognitif. Et ici, c'est la BBC qui a été blastée pour vouloir faire baisser le niveau de son contenu pour attirer des gens de la classe ouvrière. Le BBC était trop élitiste, donc ils veulent dumbing down, box ticking BBC is damaging British culture. Il y a plein de choses. En tout cas, supprimer les notes à l'école favorise la réduction des inégalités. C'est toujours la même chose. Ils voulaient faire ça, c'est en France. Ils voulaient faire sauter les notes pour qu'on soit tous égaux. On a baissé les standards dans plusieurs classes parce que plus les standards sont élevés, plus tu perds des gens. C'est ça la logique. Hein? Les mêmes là, qui nous poussent la théorie du genre vont nous dire que plus les exigences sont élevées, moins tu as de monde et plus tu as d'échecs scolaires. Et donc, il faut baisser le niveau pour avoir le plus de réussite scolaire. Ça ne vaut plus rien. Et éventuellement, ton diplôme ne vaut plus rien. Hein? Appel à la refonte du bulletin, etc. Donc, on dit encore une fois ici, bourrage de crâne, logique de concurrence, les élèves. Le Conseil supérieur de l'éducation recommande d'éliminer le bulletin chiffré actuel qui classe chaque élève par rapport à la moyenne du groupe, au primaire et possiblement au premier cycle du secondaire. Le Conseil propose une vaste réflexion de société pour mettre fin à la course aux notes qui décourage les plus faibles et crée de l'anxiété.
et empêche les élèves sous la moyenne d'accéder au programme contingenté au cégep. Je vois ça différemment, c'est-à-dire que quand tu baisses dans les notes, quand tu te retrouves plus bas dans les notes, il faut que tu te forces pour monter. Et que s'il n'y a plus de notes, il n'y a plus aucune raison de faire des efforts. Comprenez-vous ça? Le Conseil supérieur de l'éducation. S'il n'y a pas une hiérarchie des notes avec des bonnes notes et des moins bonnes notes, il y a plus, si tout le monde a comme C ou B, il n'y a plus aucune raison de faire des efforts et de se forcer le cul. Et là tu as un affaissement, un effondrement du niveau. Ces gens-là, ce sont des tarés congénitaux, OK, qui ne comprennent pas la nature humaine. Et c'est le Conseil supérieur de l'éducation. OK? Alors voilà. Donc, l'éducation, c'est acheter aux poubelles complètement ce qu'il y a au Québec, en France et ailleurs, en Occident, aux États-Unis aussi. Il faut complètement repartir sur de nouvelles bases. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais. Il faudrait donc militer en ce sens-là et prendre position auprès de nos professeurs. J'avais d'autres choses aussi. Hein. Oui, c'est parce qu'on n'enseigne plus les notes, on n'enseigne plus les mathématiques, on n'enseigne plus le français. Le subjonctif a complètement disparu. On n'arrête pas de faire baisser le niveau, mais on fait rentrer la sexualité et le genre à l'école. Donc, les enfants, ils connaissent les 51 genres par cœur, mais ils ne savent plus conjuguer, ils ne savent plus compter nécessairement. Le nombre de fautes n'arrête pas d'augmenter. Si on faisait passer une dictée des années 50 aujourd'hui à l'école, ça serait pas possible. Les jeunes étudiants n'ont tout simplement pas le niveau linguistique pour réaliser une dictée des années 50. Là. Le niveau a baissé, mais on leur enseigne la sexualité, par exemple. Hein. La sexualité dans la littérature jeunesse. Des parents d'enfants à l'école primaire sonnent l'alarme, nous dit le Journal de Montréal. Des parents du Wisconsin sont outrés après avoir trouvé du porn, de la porno queer dans la bibliothèque de l'école. Ici, c'est d'autres choses aussi. Ça, je vous avais dit qu'il y avait des parents qui étaient outrés, qui allaient devant les conseils scolaires lire des livres qu'ils avaient trouvés dans la librairie de leur école, de leurs enfants, hein, des livres et des passages pornographiques avec fellation et tout. Regarde, c'est ça, on cache les trucs, mais c'est ça, c'est des livres imagés avec fellation. Le gouverneur du Texas se plaint de ça, justement, qu'il y a de la pornographie et du matériel obscène à l'école, mais ce sont des salauds. Hein. C'est comme, vous entendez parler beaucoup de ça, hein. C'est comme la droite américaine, nanana. Ils essaient de bannir des livres à l'école. Joe! C'est comme un livre de fellation gay, ça n'a pas sa place en sixième année ou au début du secondaire. Non. OK? En tout cas, il y a un débat à avoir là-dessus. OK? Chile, ça, c'est à Vancouver. Donc, encore une fois, de la pornographie infantile dans une école de Vancouver. Un garçon de 11 ans lit à haute voix les passages pornographiques d'un livre qu'il a sorti de la bibliothèque ici. Le Dakota du Nord pense bannir les matériaux du livre avec des passages explicites de ses bibliothèques, etc., etc. Donc, on essaie de faire baisser le niveau, on les sexualise à outrance. C'est vraiment le meilleur des mondes. Hein. C'est Aldous Huxley. Vous devez tous relire ce livre-là, le meilleur des mondes. C'est le manuel d'opération d'exactement d'où est-ce qu'on s'en va. OK? Voilà. On va terminer là-dessus. Donc, on va remercier ceux qui ont fait une contribution au Web Journal de Radio-Québec. On est en campagne de financement. Notre année financière se termine le 30 avril 2023 et on essaie d'éviter le déficit comme les années précédentes. Donc, on demande, on ne le fait pas souvent, on l'a fait en septembre dernier. Donc, on demande, pas ceux qui contribuent déjà, c'est évidemment, il y a des gens, des fois, je me rappelle la dernière fois, qui s'excusent, ils disent désolé Alexis, on ne peut pas plus, c'est pas ça. Mais il y a des gens, des fois, qui attendent que ce soit important pour le faire, et donc, ce moment-ci, ça serait le bon moment. Donc, si vous voulez faire une contribution au Web Journal de Radio-Québec, Alexis Cossette-Rudel, casier postal 32017, Saint-André, Montréal, Québec, H2L 4Y5, sur les cartes de crédit, c'est ici. C'est toujours dans les liens de la vidéo. Don unique, don mensuel, et par transfert Interac en bas ici, à alexis-radioquebec.ca, question secrète Alexis. On remercie vraiment tous ceux qui nous maintiennent en vie. On est une petite PME et on espère pouvoir continuer à faire ce travail-là. Et pour ça, vos contributions sont essentielles, sont grandement appréciées. Et puis là, c'est ça, c'est la fin de l'année financière. Et puis, on va essayer d'éviter la balloune
Alors, oui, c'est ça. Idiocratie, le film Idiocratie, c'est ça. On est en train de devenir exactement comme dans ce film-là, Idiocratie. OK? Alors, voilà. Donc, merci encore une fois à ceux qui nous appuient. Hein. Tous les montants sont appréciés. Les plus petits, il y a des gens qui peuvent pas, ne vous excusez pas quand c'est des petits montants. On sait qu'il y a des gens qui font des sacrifices pour nous envoyer de l'argent, qui nous ont écrit des trucs, là, qui font des sacrifices pour nous soutenir. On apprécie énormément. Ça nous touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK? Voilà. OK. Alors, c'était ça pour aujourd'hui, en espérant que ce soit le dernier volet de la trilogie sur les transgenres, l'aspect pharmaceutique. Vous comprenez qu'en parlant aussi fort qu'on le fait sur ce thème-là, qui est un thème proscrit, c'est comme la COVID, hein? C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de parler de ces choses-là. Il y a une possibilité qu'on se fasse sanctionner, autant de façon juridique ou qu'on nous ferme la chaîne avec la loi C11, etc. Mais on le fait quand même. OK? On n'a pas cette espèce de... On ne va pas s'auto-castrer, là. OK? On ne fera pas ça. Alors, ils prendront les mesures, puis on prendra les mesures en réplique le moment venu. Mais on va dire ce qu'on pense, puis on va aller au fond de l'analyse. OK? Des fois, on a peut-être un mot, des fois, il y a peut-être un mot que je regretterais. Tu sais, c'est du direct, là. Fait que il y a peut-être un mot que j'aurais pas dû dire. Puis là, c'est comme ils prennent ce petit bout de phrase-là, puis tu sais, genre, ils font un truc avec ça. Mais sur l'essentiel, je pense avoir une réflexion. On pense, j'aime ça dire on à Radio-Québec, on pense avoir une réflexion de fond qui est solide et qui s'argumente. C'est-à-dire qu'on pourrait aller sur un plateau de télévision et argumenter notre vision du phénomène avec des arguments logiques. Okay? Alors qu'en face, c'est très, très, très émotionnel. Ils sont émotifs et ils n'ont pas beaucoup d'arguments logiques. OK? Voilà. Autre chose, non? Sur Getter, avant de quitter. En Asie, il y a plus de trans. Pourquoi en Asie, il y a plus de trans? En fait, justement, je ne sais pas s'il y a plus de trans en Asie. Hein. En Thaïlande, il y a des trans. Je ne suis pas sûr qu'il y a plus de trans au Japon qu'au Canada, là, ni en Corée. Mais en Thaïlande, il y a beaucoup de trans. Ils ont même des... Eux ils gèrent quand même assez bien ça. Ils ont des concours de beauté pour trans. C'est-à-dire que ce n'est pas les trans qui s'imposent dans les catégories féminines. Là. Ils ont leur truc à eux, les trans. Donc, ça ne fait pas de chicane. Et il y en a en Thaïlande, il y a énormément de transgenres. Là. C'est comme Ladyboy, là. Il y en a comme plein, puis c'est pas mal mieux réussi que Barbada. Hein, et ce qui est intéressant, c'est que en Thaïlande, personne ne les embête, les trans. Ils font ce qu'ils veulent, etc. Mais ils ne sont pas là à faire chier non plus la société, à aller dans les écoles. Il n'y a pas d'heure du compte là, en Thaïlande. Il y a les trans partout, sont toutes respectées, personne ne les fait chier, sont acceptés. Comme les trans étaient il y a comme 5-10 ans ici, là, c'était comme, le truc arrivait avec une perruque dans le magasin puis son maquillage. Personne ne disait rien, là. C'est à partir du moment où est-ce que tu touches les enfants que là, tu fais ressortir le papa ours, maman ours, puis que tu as des problèmes. Mais il y a une stratégie, je pense que c'est volontaire aussi. Il y a une volonté de stratégie du choc avec ça, autant pour les parents que pour les enfants. Mais la Thaïlande, ça devrait être un exemple. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de problème avec les trans. Il n'y a pas de propagande trans non plus. C'est vivre et laisser vivre, vous comprenez? Là, présentement, avec le niveau d'endoctrinement et de propagande, ils ne nous laissent pas vivre notre vie normale, notre vie tranquille, vous comprenez? Là, c'est eux qui sont les agresseurs, qui ne nous laissent pas vivre notre vie tranquille, qui nous imposent de changer notre langage, d'utiliser les pronoms, En Thaïlande, il n'y a personne qui dit, là, tu dois m'appeler Yel pour, tu sais, les trans, là, c'est pas... Il n'y a personne qui fait ça. Ils nous imposent une révision de nos codes linguistiques, de nos codes moraux. Ils nous imposent, je veux dire, d'aller dans les sports de filles, etc. Tu sais, je veux dire, ça va loin. C'est pas comme ça en Thaïlande. Et c'est pour ça qu'il y a comme un vivre et laisser vivre. Présentement, les trans, là, c'est eux qui sont sur l'offensive et qui ne nous laissent pas vivre nos vies normalement. Okay? On voudrait juste vivre notre vie tranquille, comme dit Matt Walsh. All right? OK.
Oui, ben Trump, écoutez, il y a rien de nouveau. J'ai dit ce que j'avais dit sur Trump. Là. On est encore dans le truc des accusations. Là, puis j'ai montré, hors de tout doute, je pense l'avoir très bien montré, c'est lui-même qui organise son opposition puis sa mise en accusation, que ce soit pour l'impeachment, que ce soit pour l'affaire Mueller, l'enquête sur la Russie. Dans ce cas-là aussi, c'est la même chose. C'est le cas de Trump. Je ne vais pas revenir là-dessus, je n'ai rien ajouté. C'est pas important qu'il se soit fait accuser, qu'il soit allé devant le tribunal. En fait, c'est mieux parce qu'on va plus loin dans la perception. Mais c'est pas. OK, j'ai rien ajouté. Quand il y aurait quelque chose à rajouter, je le ferai. Inquiétez-vous pas. Trump, c'est mon sujet de prédilection avec lequel je suis le plus à l'aise. Quand il y a de quoi, quand j'ai de quoi à dire, j'y vais tout de suite. Les trans-thaïlandais, c'est ça, c'est un bon exemple à donner, exactement. C'est comme vivre et fucking laisser vivre. OK? Mais en Thaïlande, il n'y a probablement pas toute l'industrie pharmaceutique derrière. Vous comprenez? Il y a toujours ça, là. Mettez ça encore une fois en perspective. Et je disais que c'est dangereux ce que je dis sur les trans, mais critiquer l'industrie pharmaceutique, là, c'est encore plus dangereux. Et il y a des présidents africains qui en ont payé le prix. Et je répète, je ne suis pas du tout suicidaire. Je suis très pépère dans tout ce que je fais. Genre, je prends pas de risques. Je suis comme, OK? Voilà. All right. Alors, merci encore une fois à ceux qui ont fait une contribution au Web Journal de Radio-Québec. On se donne rendez-vous peut-être cette semaine pour une entrevue, sinon dimanche prochain pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Ciao!